remercie. Alors, je donne la parole à Monsieur Lecomte, qui l'a demandé aussi. Président, tout en me permettant de regretter cette accélération, alors que nous avons déjà une certaine expérience depuis 2 jours. Ça ne raccourcit pas vos questions, chers collègues. Je préfère le dire, si vous voulez. Oui, oui. Non, mais si vous voulez, nous avons ainsi procédé Monsieur le Président, au cours de précédentes auditions. Allez-y. J'ai 3 questions. La première, les bandes de vidéosurveillance qui ont été obtenues de manière irrégulière ont-elles été exploitées par la Présidence de la République? La deuxième question, au regard du statut du Président de la République, comment faut-il comprendre la phrase qu'ils viennent me chercher par rapport aux initiatives de l'autorité judiciaire ou du pouvoir législatif suite aux révélations du Monde du 18 juillet? Enfin, on constate, troisième question, que l'un des principaux problèmes de cette affaire, c'est la prééminence sur l'ensemble de nos institutions de la Présidence de la République. On constate que vous avez pris l'initiative, enfin le Président de la République, de partager des conseillers entre le Président de la République et le gouvernement. On constate une faiblesse importante des effectifs des cabinets ministériels qui ont du mal à fonctionner seuls. Tout cela concourt au renforcement de la Présidence de la République par rapport au gouvernement. Est-ce que, compte tenu de ce que nous observons actuellement, vous en tirez des conclusions sur le fonctionnement de l'État et des corrections à apporter? Merci de cette question. Elle est en plein dans le sujet, effectivement, de ce que nous croyons être des dysfonctionnements et des risques de confusion des pouvoirs. Et incidemment, la question que vous avez posée, je la souligne, sur le fait qu'il existe aujourd'hui des conseillers qui soient à la fois le conseiller du Président de la République et le conseiller du Premier ministre, n'est-elle pas source de confusion dans la séparation des pouvoirs constitutionnels entre le Président de la République et le Premier ministre? Alors, nous continuons avec Madame Harribey. Merci, Monsieur le Président. La question est simple. En quoi la modification des missions de Monsieur Benalla après la mise à pied caractérise la rétrogradation, après avoir appris qu'il n'y avait pas eu de suspension de salaire pour l'instant, et que, pour des raisons de logistique et de nombre d'agents, il avait été convié à un certain nombre de manifestations auxquelles il n'aurait pas dû participer. Et ça enclenche une deuxième question. Comment expliquer le silence entre le 2 mai et le 18 juillet? Et la réponse que fait M. Benalla: je n'ai pas commis un délit, mais une faute politique. Merci Madame Harribey. Monsieur Bonhomme. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, je vais avoir un point de précision par rapport à la question de mes collègues tout à l'heure, concernant les obligations déclaratives auprès de la haute autorité. Vous avez dit, sur un autre point, la loi a été respectée. Vous avez ajouté, je ne m'occupe pas des détails plus accessoires. Concernant les obligations déclaratives, je rappelle quand même qu'il y en avait 2, donc la déclaration d'intérêt et déclaration de situation patrimoniale, qui auraient pu, s'ils avaient été respectés, vous éclairer sur la nature éventuelle des liens qui pouvaient exister entre M. Benalla et, par exemple, des sociétés privées de sécurité. Elle aurait pu, au demeurant, conformément à l'esprit de la loi sur la transparence de la vie publique, développer votre culture déontologique et prévenir tout conflit d'intérêts. Donc ces manquements non seulement sont constitutifs d'un délit et relèvent, comme ça a été dit, d'une saisine de la haute autorité et du parquet. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que vous savez, confirmez-vous donc que la loi n'a pas été respectée de votre point de vue aujourd'hui, parce que vous avez indiqué que vous aviez interrogé vos services pour connaître la pratique. Or, la loi, dans son article 11, la loi de 2013, est extrêmement claire. Ça a d'ailleurs été tranché lors du débat parlementaire à l'époque, ici même. Les collaborateurs du président, y compris ceux qui ne figurent pas sur la liste, relèvent de ces obligations déclaratives. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez cette interprétation. Vous avez même interrogé vos services pour interpréter un élément qui était tout à fait clair dès le début. Merci. C'est une question qui a d'ailleurs été déjà abordée tout à l'heure, chers collègues. Monsieur Alain Marc. Merci, Président. Monsieur le secrétaire, des syndicats de policiers, ici, l'autre jour, nous ont affirmé que M. Benalla avait recruté des vigiles par l'intermédiaire d'une société de sécurité. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Vous nous avez dit que
à votre connaissance, vous ne pensiez pas que cela pouvait exister. Si cela était le cas, cela doublonnerait à l'Élysée. Et pour le moins, si ce n'était pas le cas, si c'était le cas et s'il se mêlait au service de la gendarmerie et de la police, vous comprenez le problème que nous aurions dans la sécurité organisée. Et surtout, est-ce que vous pouvez nous affirmer donc que cela ne doublonnait pas à l'Élysée, ou à tout le moins que cela brouillonnait peut-être? Et enfin, Monsieur Henri Leroy. Le 2 mai, vous apprenez qu'un des collaborateurs du cabinet a commis des infractions. L'usurpation de qualité, le port illégal d'insignes de la police. Et puis ensuite, vous apprenez aussi, peu importe le cheminement, puisque je dois être très, très bref, vous apprenez qu'il s'est fait porter les CD de vidéos pour visionner effectivement la manifestation. Tout ça, effectivement, est susceptible de constituer un délit. Or, vous estimez que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous êtes substitué au procureur de la République. Puisque l'article 40 du Code de procédure pénale dit que toute autorité constituée doit porter à sa connaissance des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. Donc c'est à lui d'apprécier, et non pas une quelconque autorité du moment qu'elle a connaissance de ces faits. Or, vous les avez, et vous n'avez pas rempli l'obligation de l'article 40. Voilà ma question. Pourquoi et qu'en pensez-vous après, surtout rétrospectivement, de toutes les fautes qu'a commises cet individu? Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je prends les questions telles qu'elles m'ont été posées dans l'ordre. Le sénateur Lecomte va interroger sur la bande de vidéosurveillance, sur cette question. Dès lors qu'il y a eu un doute sur l'origine de cette vidéo, à l'occasion à la fois à travers une alerte qui nous est venue de la préfecture de police et ensuite à l'occasion d'une réunion que j'ai tenue le jour même, nous avons décidé de procéder à un signalement au titre de précisément l'article 40, de restituer ou plutôt d'adresser les éléments dont nous disposions vidéo au procureur et d'engager, compte tenu de ces éléments, d'engager le licenciement d'Alexandre Benalla, précisément sur cette base, donc, et vraiment, je dirais, dans les moins de 24 heures, même dès que nous avons eu le moindre doute. Vous m'avez interrogé sur la déclaration du président de la République, et sur lequel je crois que sa volonté était simplement il l'a exprimé du reste lui-même hier en marge de son déplacement, le fait qu'il refusait une république des fusibles dans laquelle on chercherait des boucs émissaires et pour indépendamment des fautes qui auraient été commises alors que il estime de manière ultime être responsable et responsable devant les Français et exclusivement devant les Français, comme vous le savez, et tel que le dit notre Constitution. Il y a des conseillers communs. Attendez, qu'ils viennent me chercher, selon votre interprétation, ILS, qu'ils, c'est qui? Mais je pense qu'il s'adresse, dans ce cas, à tous ceux qui dénoncent son action, qui saisissent cette affaire pour en faire un procès de nature politique. Il ne s'agit en rien d'esquiver de quelconque responsabilité de nature judiciaire. Il y a des poursuites en cours.
de nature administrative, il y a une inspection interne en cours. De manière disciplinaire, il y a des décisions qui ont été prises, qui ont conduit à une sanction, et puis un licenciement. Il y aura des conséquences à en tirer, que ce soit sur l'organisation d'éventuelles sanctions. Mais si c'est précisément la question, je vous me demandais d'interpréter la déclaration du président de la République. Je dis qu'il répond à ceux qui dénoncent le fait qu'il y aurait une forme d'esquive de responsabilité, ce que ça n'est pas. Mais, pardon ? Son statut, je vous confirme que le président de la République, par la Constitution, effectivement, est irresponsable, mais il est responsable devant les Français. Il l'a réaffirmé. Je reviens sur votre question sur les conseillers communs. Effectivement, je vous confirme qu'il doit y avoir une douzaine de conseillers communs entre le cabinet du Premier ministre et le cabinet du président de la République, dans une série de domaines très variés, et ce qui a été examiné par construction, par le service compétent, le secrétaire général du gouvernement, et qui, je ne vois pas en quoi pose difficulté du point de vue de la séparation des pouvoirs, y compris au sein du pouvoir exécutif. Madame la sénatrice Harribey, vous m'avez interrogé sur la question de la rétrogradation et sur ses modalités. En tout cas, je crois pouvoir vous dire, je ne sais pas ce que M. Benalla dit dans son interview, mais que, en tout cas, la modification du périmètre de ses responsabilités a très clairement été perçue, vécue et compris par l'intéressé comme étant une rétrogradation, voire une forme d'humiliation, ou en tout cas vis-à-vis de ses collègues, et cette sanction n'ayant pas du tout été... je ne fais que vous dire comment elle a été perçue par l'intéressé. Bon. Ah, c'est dans le monde. Bon, ben, donc, s'il vous plaît, n'interrompez pas le secrétaire général. Donc, vous avez pu poser vos questions. Et dès lors qu'il n'y a jamais eu la moindre dissimulation de cette sanction, je puis vous dire que la sanction était très largement connue de ses collègues, et je comprends que ça ait pu contribuer à accentuer son ressenti. Monsieur le sénateur Bonhomme, vous m'avez interrogé sur la saisine de la haute autorité. Je crois avoir déjà répondu à cette question suite aux débats qui ont eu lieu ici même hier. J'ai procédé aux diligences nécessaires. J'ai interrogé le secrétaire général du gouvernement qui m'a indiqué que, selon lui, il était préférable de solliciter les intéressés afin qu'ils se manifestent auprès de la haute autorité. Pour ce qui est des circonstances de l'époque, je vous confirme que nous n'avons fait que suivre, peut-être à tort, l'analyse juridique nous le dira, la pratique qui avait prévalu à la présidence de la République sur cette question au cours de la mandature précédente. Monsieur le sénateur Marc vous a interrogé sur le recrutement de vigiles, mais je pense vous avoir déjà répondu en tout état de cause. Je ne pourrais pas vous dire qu'aucun des membres du GSPR n'ont pas eu dans leur vie, à un moment donné ou à un autre, une activité de sécurité privée. Pour tout vous dire, je ne le sais pas. Mais en tout état de cause, il n'y a pas d'autres membres que les membres du GSPR et du commandement militaire qui assurent la sécurité du président de la République, et certainement pas des vigiles privés. Dernier point, le sénateur Leroy m'a interrogé sur à nouveau l'article 40, et sur le fait qu'on se serait substitué à pouvoir d'appréciation du procureur. Au cas d'espèce, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne disposais pas à l'époque d'éléments me permettant de penser qu'une infraction pénale de nature délictuelle était commise. Je crois que c'est une question qui, aujourd'hui, sera tranchée. Elle sera tranchée par la justice. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Un aspect important des questions qui ont été posées, c'est la question de monsieur Lecomte sur l'existence tout à fait officielle de proches conseillers du président de la République qui sont également des proches conseillers du Premier ministre. C'est la première fois dans l'histoire de nos institutions que ce choix a été fait. Vous nous dites que vous ne voyez pas ce qui pourrait y avoir de contraire
à la séparation des pouvoirs par cette forme d'organisation. Je vous précise que c'est pour nous un questionnement important, car le titre de la Constitution qui traite des responsabilités du gouvernement est bien sûr distinct du titre de la Constitution qui traite des responsabilités du président de la République. Elles ne sont pas de même nature. Le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée. Lui seul exerce, à travers les ministres, une autorité sur les directeurs d'administration centrale. Et le Premier ministre, à travers son cabinet, prend des décisions. Ces décisions figurent dans les relevés de conclusion des réunions interministérielles, qu'on appelle communément les Bleus. Et si un conseiller du président de la République est également conseiller du Premier ministre, on est en droit de se demander si la décision du gouvernement est une décision du président de la République ou une décision du gouvernement. Or, le président de la République, de par son statut constitutionnel, n'est pas responsable devant le Parlement, ni sur le plan pénal, pendant la durée de ses fonctions et pour les décisions qu'il prend en application de ses compétences constitutionnelles. Tandis que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si bien que, quand un conseiller du Premier ministre prend une décision qui a été validée sous forme de bleu de Matignon, pour utiliser les langages communs, cette décision engage la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et peut faire l'objet d'un contrôle du Parlement au titre de sa mission de contrôle du gouvernement. Mais si cette décision peut apparaître comme une décision d'un collaborateur du président de la République, la situation est tout autre. Si bien que je crois qu'il y a là une véritable question sur la séparation dans un régime de dualité de l'exécutif entre présidence de la République et gouvernement qui mérite d'être traitée. Et il me semble que la question de M. Lecomte, de ce point de vue-là, était tout à fait légitime. Et puisque ce qui fait l'objet de notre commission d'enquête, c'est justement l'interférence d'un conseiller du président de la République avec le fonctionnement normal d'une administration au cours d'une opération de maintien de l'ordre, je suis obligé de vous dire, de même que vous avez fait examiner à la suite de notre audition d'hier du directeur de cabinet la question des déclarations d'intérêt et de patrimoine des collaborateurs du président de la République auprès de la haute autorité, qu'il y a là, de mon point de vue, une sorte de désordre institutionnel et de confusion à laquelle je crois qu'il serait bon de remédier. Je voulais vous le dire. J'ai bien entendu la réponse que vous nous avez faite tout à l'heure. Je crois que, avec beaucoup de spontanéité, vous avez considéré qu'il n'y avait pas de problème, que personne ne vous l'avait signalé. Eh bien, je vous le signale. Parce que ça n'est pas une question simple, ça n'est pas une question banale, c'est la fusion du gouvernement et de la présidence de la République, et cette fusion n'est pas prévue par la Constitution. Monsieur le secrétaire général, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Merci, Monsieur le Président. Je réagirai très rapidement. Simplement pour vous dire que c'est une question qui relève de l'organisation du pouvoir exécutif. Et donc, du pouvoir exécutif avec lui-même, je ne pense pas que ce soit une question qui touche à la séparation des pouvoirs. Et pour ce qui est de l'organisation au sein de l'exécutif et du rôle des cabinets, vous avez occupé le poste que j'ai l'honneur d'occuper aujourd'hui. Vous savez bien que... C'était la préhistoire et l'ancien monde. Je veux bien reconnaître qu'il y ait des différences. Oui. Non. Je pense que sur le point que je vais soulever, je crois pouvoir vous dire par anticipation que rien n'a changé. Les conseillers des cabinets ministériels ne sont pas des autorités politiques, n'ont pas vocation à se substituer à elles. Et que quel que soit le fait que les conseillers soient communs ou pas, à la fin, et je pense qu'il est bon qu'il en soit ainsi, et qu'il le reste longtemps, c'est bien à l'autorité politique de prendre des décisions.
Ce ne sont pas les conseillers techniques ou les conseillers qui prennent des décisions. Ce ne sont pas eux qui signent les décrets. Ce ne sont pas eux qui signent les actes de nature réglementaire. Et il serait, pour le coup, mauvais pour l'organisation de notre pays qu'il en soit ainsi. Et pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison, je pense que la difficulté que vous voulez voir ne m'en semble pas être une. Ça aurait été peut-être... je suis désolé de conclure sur ce désaccord entre nous. C'est votre appréciation, monsieur le secrétaire général.